Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire L'Entretien de ce dimanche. Installée depuis le 16 mai dernier, la 8e législature a déjà bouclé ses 100 premiers jours sous la houlette de son président appelé Louis Vlavonou. Ce dernier qui a été élu d'ailleurs le vendredi 17 mai dernier par ses pairs au sein de l'hémicycle a très tôt décidé de marquer de son empreinte cette institution parlementaire tant dans son fonctionnement interne qu'externe. Mais qu'il vous souvienne tout de même que cette 8e législature a été installée dans un contexte sociopolitique tendu, marqué par un climat de suspicion ou encore de frustration de certains acteurs politiques qui n'ont pas pu participer aux dernières législatives. Alors, que fait concrètement le Parlement béninois depuis son installation il y a maintenant 100 jours? Voilà la grande préoccupation au cœur de l'entretien de ce dimanche. Et pour la décortiquer, je reçois pour vous sur ce plateau Orden Aladati, président de la Commission des lois. Bonjour, honorable. Bonjour, cher ami. Bonjour. Merci d'être venu répondre en direct à nos questions. Vous êtes membre du parti L'Union progressiste, qui est l'un des partis actuellement représentés à l'Assemblée nationale. Mais avant d'entrer dans ce parti politique, vous avez été secrétaire général du parti Alternative Citoyenne. Et actuellement, vous êtes le président de la commission des lois de la 8e législature. Mais vous connaissiez aussi très bien cette commission, puisque au cours de la 7e législature, vous avez été rapporteur de cette même commission des lois. C'est donc vous qui, aujourd'hui, nous aidez à mieux comprendre un peu le fonctionnement de cette Assemblée nationale, notamment la 8e législature. Alors, honorable Orden Aladati, certaines personnes, notamment des acteurs politiques, n'ont pas été très ravis, je le disais tout à l'heure, de voir cette législature s'installer en mai dernier et notamment aussi dans les conditions que nous connaissons. Et jusqu'à présent, certaines personnes aussi continuent de vous traiter de députés mal élus, d'illégitimes, etc., etc. Et à l'occasion donc des 100 premiers jours de ce Parlement, il y a encore d'autres questions qui continuent de nous tarauder, comme par exemple, savez-vous d'où vous venez? Où allez-vous? Où nous conduisez-vous? Ou encore, une autre question, ne seriez-vous pas peut-être des illusionnistes surgis au cœur de l'histoire? Et pendant 90 bonnes minutes, vous répondrez à toutes ces questions, ici même sur ce plateau, sans complexe et sans langue de bois, devant les milliers de téléspectateurs de ETélé qui nous suivent actuellement, mais également devant nos auditeurs des différentes radios partenaires, à savoir les radios OCFM et Urban FM, qui relayent aussi en direct cette émission. Merci d'avoir effectué le déplacement. C'est un plaisir. Alors, Orden Aladati, ça fait maintenant 100 jours que l'Assemblée nationale a été installée avec à sa tête l'honorable Louis Vlavonou. Et le vendredi 17 mai dernier, il disait juste après son élection, et je le cite, « Nos délibérations doivent nous rendre témoignage ». Fin de citation. Est-ce qu'aujourd'hui, vu comment l'Assemblée nationale fonctionne, vous êtes vraiment fier de siéger au sein de la 8e législature? Ah oui, c'est pas... Nous sommes 83 sur près de 11 millions de Béninois. C'est une charge, une mission et un honneur. Personnellement, je me sens député, représentant du peuple. Les qualificatifs honorables, c'est au peuple de nous les conférer. Bien sûr. Mais c'est un honneur pour nous d'être parmi l'élite appelée à représenter 11 millions de personnes à l'Assemblée nationale. Justement. Alors, vous avez parlé du contexte oui. qui a gouverné les dernières élections et donc l'investiture du Parlement, donc un contexte tendu, connu, oui. que nous avons tous regretté. Chacun, en ce qui le concerne, a voulu utiliser donc les moyens en sa possession pour qu'on n'en arrive pas jusque-là, mais hélas, nous avons été aux élections avec certains partis qui ont été qualifiés, d'autres non. Ça a été source de tension. Je ne vais pas revenir sur ces polémiques. L'essentiel, c'est que nous avons été aux élections, ce qui n'était pas évident. Les élections ont eu lieu. 83 députés ont été élus et ont pris service à l'Assemblée nationale. Ce qui n'était pas évident. Ça dépend, c'est aux populations. Nous étions sereins pour ce qui me concerne. Vous étiez confiant que l'installation aurait eu lieu? Mais on ne peut pas ne pas être confiant. Mais on aurait souhaité que ça ne le soit pas dans cette ambiance de tension aussi exacerbée.
qui peut souhaiter cela pour son pays. On ne l'a pas souhaité. Le cours des choses, des réformes qu'on a voulu faire, nous a imposé ce prix à payer. Nous avons payé le prix par cette tension sociale. Je crois que la vie continue son cours. La démocratie béninoise est en marche. Nous sommes, comme je le dis souvent, dans une transition. Les choses ne sont pas... Il n'y a pas de la stagnation, je vais vous dire. C'est le cours des choses. Nous avons appelé à des réformes. Nous avons procédé à ces réformes-là. Nous n'avons pas perçu les réformes de la même façon. Bien sûr. Ça s'est fait, la démocratie est passée par là. Peut-être que certains sont contents. C'est manifeste que beaucoup d'autres ne le sont pas. Mais c'est le cours de la démocratie, c'est le cours du Bénin, la vie continue. Ça fait 100 jours que nous sommes là. Autant j'ai été fier d'appartenir à la 7e législature, je suis d'autant plus que fier d'avoir été renouvelé. Parce que quand vous êtes un homme politique, que vous avez décidé de faire de la politique et que le peuple vous confère un mandat, vous exécutez ce mandat et votre espoir, c'est que le peuple vous le renouvelle ce mandat-là. Ça l'a été, du sentiment de fierté. Et nous sommes en mission, je l'ai dit, et nous nous sommes mis à la tâche depuis notre investiture. Que votre législature, la 8e, ressemble un peu à la première du point de vue des réformes qui ont précédé son installation, puisqu'on a l'impression que ce Parlement-là est un Parlement qui inaugure une nouvelle période, notamment sur le plan politique. Vous avez dit la première, la précédente ou... Non, la première législature en 91, par exemple. La première législature. Oui, puisqu'on était dans une nouvelle période, la révolution, enfin, le renouveau démocratique. C'est pas le même contexte. Vous savez, le Parlement de 91, nous étions encore à l'université quand ce Parlement-là fut installé dans un environnement global de consensus national. Moi, j'ai été victime de l'année blanche à l'université. Cette année de la conférence nationale, qu'ils vous souviennent que nous n'avions pas été à l'université à l'école. Et c'est de la maison qu'on a suivi les travaux de la conférence nationale. Tout le monde était scotché à son poste radio. Je n'allais pas dire télé parce que tout le monde n'avait pas la télé. Pas la télévision, bien sûr. C'était un luxe. Voilà. Donc, on voulait que la conférence réussisse pour décoincer le pays. La conférence a réussi. Les institutions démocratiques de l'ère des conférences nationales africaines ont été installées et se sont mises en cours. C'est dans ce consensus national, donc, que le premier Parlement a été installé, avec des cas des mérites qu'on a connus. Des artisans d'hier et d'autres qui sont encore en selle aujourd'hui. Donc ce n'est même pas la même philosophie. Pas la même philosophie. Mais depuis ce temps, la démocratie... Il y a eu une réforme qui a précédé l'arrivée de la 8e législature. Lorsqu'on fait un parallélisme entre ce contexte politique et le contexte politique de 91, il n'y a pas de similitude? Ne faites pas de similitude parce que si nous allions dans les similitudes, nous pourrions toucher des points peut-être qui vont faire mal. Parce que la conférence nationale a été organisée, mais il y avait un système au pouvoir. Et le consensus s'est fait pour que la transition se fasse d'une certaine façon. C'est comme si nous étions sortis d'une période de guerre là, à la conférence nationale. J'ai dit c'est comme si on n'a jamais eu la guerre au Bénin. On est d'accord. Le pays était planté, l'économie était enrhumée, paralysée totalement, il fallait en sortir. C'est dans cet élan donc national et toutes les toutes les concessions y afférentes. Mais depuis lors, nous sommes dans un régime démocratique d'alternance. Parce que si vous évoquez cette transition des lendemains de la conférence nationale, on n'a pas pu faire les choses sans mettre de nouvelles règles
que tout le monde a accepté de suivre. Imaginez-vous donc en 90-91 que le régime du PAPB ait refusé de se conformer aux nouvelles règles de jeu de la transition démocratique et des conférences nationales. Qu'est-ce qui se serait passé? Ça aurait été dur, et très dur même, pour la quiétude et la paix sociale. Mais avec l'impulsion donc de son leader, le président Mathieu Kérékou, le PAPB a dit « j'accepte, je valide, allons-y » avec tous les renoncements et peut-être les exclusions. C'est après cette conférence nationale qu'on a eu la Constitution encore en vigueur au Bénin, qui limite les âges, qui limite les mandats, l'avons voulu, mais les âges, ça n'a pas été accepté de tous. Hein. Ne nous enterrez pas vivants. Si en ce moment-là, les présidents Maga et Aroumadegbe, pour ne citer que ces deux-là, avaient envoyé les Béninois dans les rues pour exclusion démocratique, qu'aurait été la paix dans le pays. Donc c'est pour ça que je dis, les similitudes que vous voulez étaler, si on s'enfonce dans ces similitudes, nous allons rappeler des mots qui nous assaillent aujourd'hui, et l'objet de l'émission n'est pas de remuer le couteau dans la plaie, c'est d'avancer et c'est de dire ce que nous avons fait. C'était une transition. Bien sûr. Ce mandat vient, le début du mandat, j'allais dire, consacrer une transition au Parlement, une certaine transition au niveau du système partisan. Ça appelle son lot de sacrifices, de prix à payer, de renoncement. Cette fois-ci, c'est passé par une tension qui, heureusement, je crois que nous sommes en train de conjuguer au passé. Mettons le cap sur le développement du pays, la main dans la main, avec tout le monde, puisque pour développer ce pays-là, on a besoin de tout le monde. Simplement que pour rouler sur nos artères qui s'embellissent de jour en jour à Cotonou, il faut un minimum de code. Si vous avez votre voiture et que j'ai la mienne, que nous ne convenons pas de quand est-ce que nous passons ou que de quand est-ce que nous ralentissons, que nous arrêtons, ça va faire désordre en ville. C'est ce que l'on demande à chacun. Le cadrage. Et qui fait le cadrage? C'est surtout le Parlement qui fait le cadrage. Nous sommes appelés à faire le cadrage. Quand on a convenu de dire donc au vert nous passons, peut-être que certains ont estimé que c'est à l'orange qu'il faut foncer. Non, nous avons convenu que ce soit au vert. Ceux qui pensent que c'est à l'orange qu'il faut accélérer doivent se calmer. Pour que dès qu'il y a l'orange, on ralentisse plutôt que d'accélérer. C'est ça le code de la vie. Et c'est ça le pacte social que nous avons, ancré dans le Parlement. Et c'est pour ça que être l'un des 83 à parler pointant un mandat au nom de 11 millions, c'est un honneur et c'est une mission, un service. C'est même peut-être un sacerdoce pour vous. C'est une vocation pour les députés justement de réfléchir sur les questions de développement. Et vous avez vu certainement des présidents de Parlement se succéder à la tête donc, de cette institution. Vous êtes dans votre deuxième législature. Certainement, le président du Parlement au niveau de la 7e législature, tout le monde le connaît, c'est le président Adrien Mbedji. Actuellement, Louis Vlavonou. Lorsque vous voyez un peu Louis Vlavonou fonctionner, vous avez l'impression que c'est une révolution qui se déroule à l'Assemblée nationale. Quel regard vous portez sur ce qui se fait actuellement? Chacun vient avec sa petite touche d'innovation, de continuité pour certaines choses que l'on estime et juge bien. L'essentiel, c'est que les choses se fassent selon les lois de la République. Le président Louis Vlavonou a son style. Le président Mbedji a le sien. Et les autres également. Et les autres également, président Amosou Bruno, Idji Kolaole, Mathurin Kofi Nago. Quand le président Mathurin Kofi Nago est arrivé au Parlement, il
il y a eu des réformes. Il a eu sa touche. Quand le président Adrien Goumbédi est revenu au Parlement, il a apporté sa touche. Bruno Amoussou, Idi Kolaolé. C'est ainsi que la démocratie est structurée et organisée. Chacun y apportera sa touche. Nous avons nos personnalités qui doivent s'afficher à travers notre gouvernance aussi. Donc, on ne va pas comparer quelqu'un à un autre. Vous venez à la tête d'une institution, vous apportez les réponses que vous pensez nécessaires, puisque de toutes les façons, le président du Parlement, il est député avant d'être président du Parlement. Il doit gouverner le Parlement de façon à ce que nous, qui l'observons de l'hémicycle, nous puissions dire oui, il apporte les solutions qu'il faut aux problèmes qui sont posés. On peut vouloir régler un problème et apporter les mauvaises solutions. Les solutions peuvent être bonnes. C'est des solutions qui sont façonnables et ça ne fait que 100 jours. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours. Nous aurons le temps d'apprécier les réformes qui sont appelées au Parlement. Une réforme, ce n'est pas une réforme, c'est-à-dire qu'une habitude qu'ils ont réinstaurée au Parlement, au niveau du civisme par exemple, la cérémonie des couleurs. Donc le président, il vient lundi avec le personnel, le corps habillé et tout. Ils font la cérémonie des couleurs et ils se disent des choses. C'est une bonne chose. C'est pédagogique pour le peuple, Pourquoi pas? C'est du civisme. Appelons à le faire. Aujourd'hui, combien de personnes attendent quand il y a montée des couleurs? Je ne sais pas combien de fois vous avez assisté à une montée des couleurs dans les rues de Cotonou depuis que vous êtes ici dans cet immeuble, par exemple. De moins en moins, nous observons cela, mais pourquoi pas? C'est quelque chose, personnellement, que j'apprécie. Voilà. Il y a un déploiement du personnel en cours. De ma position, je ne peux pas encore apprécier. Nous évaluerons. Nous allons interroger les acteurs. Nous allons observer. Et au bout du rouleau, nous verrons bien si nous sommes sur le bon cap ou pas. Si ce n'est pas bien, on va améliorer. Ça, c'est l'administration. Nous avons fait 100 jours. On peut l'évaluer au niveau législatif. On peut l'évaluer au niveau de la diplomatie parlementaire. Sur beaucoup. On va venir à tous ces plans tout à l'heure. Mais justement, au plan administratif, le président Louis Vavonu a engagé une certaine campagne de ponctualité dans l'administration, où il fait promener ses questeurs pour vérifier la présence au poste de chaque agent. Parfois, lui-même, il passe. Vous avez l'impression que le vœu cher qui a été celui de Adrien Goumbédi d'instaurer la ponctualité à l'Assemblée nationale est en train d'être concrétisé cette fois. Je ne dis pas que ça n'avait pas été fait. Vous êtes député, vous avez siégé au cours de la 7e législature. Quel regard vous portez sur cette question-là? Parce que même dans notre habitude, en tant que Béninois tout court, on n'est pas souvent ponctuel. Oui, d'accord, vous posez le problème, mais vous le situez à deux niveaux différents. Oui. Et à la ponctualité dans l'administration, ça relève des règles de fonctionnement d'une bonne administration. Et à la ponctualité des députés, hommes politiques, hommes et femmes politiques. On est d'accord. C'est deux sujets différents. Oui. Alors, nous sommes en intercession aujourd'hui et ce que fait le président Louis Vavonu, c'est déjà ce que vous indiquez là, en direction de l'administration parlementaire. Vous savez que là-bas, nous sommes des politiques. Et si l'administration ou le bureau du Parlement, incarné à travers son président, n'assure pas cela, ça pourrait ne pas être très strict dans le respect des normes en matière administrative. Ce sont les politiques qui sont là-bas et on peut, si on ne fait pas attention, ne pas avoir une vue de rigueur, de proximité sur la marche même rigoureuse de l'administration. De ce point de vue, à travers la cérémonie des couleurs, certaines visites inopinées et tout, il y a un certain mouvement qui est en cours de déploiement du personnel que nous saurons évaluer. Bien sûr. Pour ce qui concerne les députés et la vie parlementaire, nous le disons. Et au niveau de la marche même du Parlement à travers les convocations et tout, ça commence déjà par se faire ressentir. Le seul problème, c'est que nous avons un règlement intérieur. Quand
nous avons une session qui s'ouvre. Il faut un quota. Quand le président est en salle avec son staff et que le quota n'est pas atteint, pour des raisons de ponctualité, on ne peut pas forcer et dire il faut qu'on commence. Il y a un peu de marge de manœuvre que chaque homme politique a, mais l'essentiel, c'est que nous travaillons par ponctuer au service du peuple et que les règles qui sont édictées pour lutter contre l'absentéisme et tout, ces règles-là soient appliquées. Nous verrons, ce n'est que 100 jours, plus ou moins. Je dis plus ou moins parce que ce n'est pas encore strict. Il y a un effort. Bien sûr. J'ai suivi des membres du gouvernement la fois dernière qui ont félicité et qui ont dit quand ils viennent au Parlement, les commissions siègent, on les reçoit aussitôt. Ce n'est pas toujours ça. Mais on peut aller au Parlement et pour les conciliabules politiques, nous allons retarder une session. C'est la sphère de la politique, on ne peut pas Alors que vous êtes présent au Parlement. Nous sommes présents au Parlement, mais on ne nous voit pas dans l'hémicycle. Nous devons discuter à l'hémicycle d'une question très sensible. Parce que c'est le plus haut lieu de la politique. C'est le plus haut lieu où se joue le développement du pays. Et ça ne vient pas se discuter simplement à travers 1 heure, 2 heures, 4 heures de discussion au Parlement. Ça se discute, ça se négocie, ça se tisse, ça se fait, ça se défait dans les couloirs du Parlement. C'est cela, la vie politique parlementaire aussi. Donc s'il y a une question majeure qui requiert, par exemple, que l'on puisse prendre langue avec les vis-à-vis, il y a une majorité, il y a une minorité au Parlement. Mais n'allez pas à l'hémicycle sans avoir tenté de discuter un peu entre vous. Parce que de toute façon, ça n'aboutirait pas. Si vous ne discutez pas en vous, vous parlerez, ce n'est pas au service du peuple. Vous allez vous exposer devant les caméras et tout, et vous allez perdre du temps, parfois. Donc, parfois, ces négociations politiques sont même inhérentes à la vie, à la marche de la démocratie. Et il faut le faire. Ça n'a rien à voir avec l'absentéisme des députés, avec le retard manifeste qui caractérise le député, mais dont nous avons conscience et que nous travaillons à corriger, à inverser. Très bien. C'est un cours, il vaut mieux que ce soit un court terme plutôt qu'un long cours. Qu'un long cours, justement. Ouais. Mais est-ce que les signaux sont ouverts? Est-ce que vous avez des indicateurs qui vous prouvent qu'en matière de ponctualité, absolument, les députés seront vraiment se montrer? Et en d'autres matières, au niveau même de la posture ou du comportement même du député. Oui. C'est déjà le système partisan qui impose ça aux députés. Comment? Vous savez, nous allons inexorablement vers la constitution de grands partis politiques au Bénin. Les signaux sont lancés. Tout le monde suivra. On ne peut plus reculer. Parce que la fragmentation nous a fait trop de mal. La classe politique, le peuple, le développement, la gouvernance globale du pays ont été emportés par l'émiettement. Un peu en griffe le désordre qu'il y avait au niveau de la classe politique. Nous avons convenu de corriger cela. La marche est irréversible. Les éléments de contenu peuvent évoluer. Mais cette marche-là d'assainissement du paysage politique, je pense que c'est une marche irréversible. C'est si agréable à vivre pour vous? C'est difficile, mais c'est mieux pour le peuple que nous sommes appelés à servir. Parce que vous savez, dans cette fragmentation prononcée, oui, vous avez dit que moi, mon parti politique, c'était Alternative Citoyenne. Alternative Citoyenne est allée dans une coalition avec l'Union fait la Nation. Ils n'ont pas fusionné. Au lendemain des élections, vous avez les nombreux partis qui composent cette coalition aller siéger au Parlement. Je suis entré au Parlement quand le président Djokbenou a été Premier ministre. Oui.
Mais je suis allé en tant que membre du groupe parlementaire Union fait la nation. Ça, mais pas la membre septième de législature, hein, pour ceux la qui nous septième. suivent, bien sûr. C'est la 7e législature. Je suis allé et je me suis inscrit. Je ne suis même pas allé en tant que tel. Je suis allé en tant que député Orden Aladati, élu sur la liste Union fait la nation. Union fait la nation. Je ne commence pas à oublier. C'est un ancien parti qu'on veut classer. Oui. On a déjà classé ça. Aux oubliettes, oui. Voilà. Donc je suis allé en tant que tel. Mais mon parti Alternative Citoyenne demeurait sur l'échiquier national en tant que tel. Et je me reconnaissais en tant qu'alternative citoyenne et pas en tant que membre du parti Union fait la nation. J'ai intégré là-bas le groupe parlementaire Union fait la nation, qui n'est pas le parti Union fait la nation. Le parti Union fait la nation existait et moi j'étais alternative citoyenne. Et donc dans la coalition Union fait la nation, vous aviez alternative citoyenne, vous aviez restauré l'espoir, vous aviez l'UDBN, vous aviez les nombreux partis coalisés au sein de la dynamique Union fait la nation, c'était un peu trop. Il fallait arrêter avec ça. Donc vous allez au Parlement, vous asseoir seul, élu de votre parti. Quelle mainmise le parti a sur vous? Quel contrôle? Nous n'avons pas de grand parti. Avec qui les diverses institutions dialoguent? Vous, députés, un titou personnel? Vous qui imposez votre dictat même à votre parti? Les partis sans démocratie interne? C'est ça qui s'est manifesté jusque-là. Actuellement, il y a cette démocratie à l'intérieur de vos partis politiques. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, lorsqu'on retrouve un Parlement de 83 députés qui se répartit en 2 grands partis politiques tout simplement, est-ce que vous n'avez pas parfois l'impression que vous vous ennuyez un peu trop à l'Assemblée nationale? On ne s'est pas réparti en 2 partis. Deux partis ont été qualifiés pour participer aux élections. Bien sûr. Donc ce n'est pas là-bas que ça s'est fait. C'est cette configuration qui a donné ce que vous avez. À l'Assemblée, oui. C'est 2 choses différentes. Oui. Ce dont vous voulez peut-être parler, oui, c'est que nous ayons 2 groupes parlementaires. Et ça fait partie des évolutions. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale dit que pour former un groupe parlementaire, il faut 9 députés. Au moins. Au moins. Par le passé, les gens pouvaient faire un peu plus de cristallisation que ça. Hein? Mais vous allez voir qu'à la veille de chaque événement majeur, ça se fait, ça se défait, et on s'arrange pour avoir le plus de groupes parlementaires possible. Un groupe parlementaire de 9 personnes, peut-être au terme de 100 jours maintenant, 2 groupes auraient déjà volé en éclats parce qu'une ou 2 personnes d'un groupe démissionnent et puis le groupe parlementaire tombe. Ainsi de suite, ça fait de l'instabilité. L'autre chose, c'est que le député, même maintenant, on aurait pu suivre les avantages matériels et nous fragmenter. Parce que c'est des avantages quand vous êtes président de groupe parlementaire. On avait dans ce Parlement la possibilité de faire 9 groupes parlementaires. Si vous faites 9 au moins, fois 9, je pense qu'il y avait possibilité à constituer 9 groupes parlementaires. Malgré cela, nous avons dit à l'Union progressiste, et le Bloc républicain aussi l'a dit, nous sommes un seul parti politique. Et on dit que les députés se mettent ensemble par affinité politique. Quelle autre affinité des députés de l'Union progressiste peuvent avoir à se cristalliser au Parlement? Nous avons constitué un seul groupe parlementaire. Ça fait partie des évolutions. Ça veut dire que quoi? Moi, député Orden Aladati, je ne me représente pas là-bas. Je représente certes le peuple, mais je suis désigné par mon parti politique qui a un regard sur mon action et mon comportement au Parlement. Prenez la déclaration des biens. Investiguez un peu. Je sais qu'au niveau de mon parti, nous sommes allés en vague compacte aller déclarer nos biens. Mais les législatures passées, on a vu Jean-Baptiste Elias crier, voilà.
Ça fait partie des évolutions. L'assainissement, il y a eu une certaine dynamique de groupe. Dynamique, et il y a un certain assainissement du paysage politique qui est un résultat attendu de la réforme qu'on a commencé par observer. Lorsque vous avez siégé au sein des groupes parlementaires au cours de la 7e législature, avec ce tableau que vous venez juste de peindre, et que actuellement vous vivez cette nouvelle expérience, vous avez vraiment l'impression qu'on avait vraiment besoin de ça au vu de ce que vous vivez actuellement? Parce que tout à l'heure vous avez reconnu que c'est difficile certes, mais que c'est nécessaire. Mais si vous représentez un peuple, oui, ce n'est plus votre confort personnel qui prend le dessus. Mon confort personnel aurait voulu que je sois totalement indépendant, que j'ai envie de dire quelque chose, j'aille le dire. J'ai envie de prendre, de poser un acte au Parlement, je le fais. Mais aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Je fais plus attention au parti politique, qui est structuré. Ça fait plus de sacrifices pour vous, vous qui aviez été responsable de votre parti politique et qui peut-être actuellement... Ça fait plus de discipline personnelle. Et toute discipline personnelle emporte des renoncements. Si vous devez vous laisser aller à tous vos désirs, vous ne serez pas un homme complet. La vie est renoncement. Mais au profit de quoi? Au profit de la défense du plus grand nombre. Tel que c'était émietté, ça n'arrangeait pas la cité. Parce que chaque individu isolé, représentant de son parti au Parlement, sans démocratie interne, un seul exemple, le président de la République veut discuter avec la classe politique. Oui. Le président discute avec qui? Une somme d'individus. Il ne discute pas avec des partis politiques vraiment. Chacun qui vient avec son dictat. Vous savez ce que ça crée? Dites-nous. Ça crée le clientélisme, la corruption. C'est ça qui a amené, depuis 1990, parfois, les chefs d'État ont dit que des valises d'argent allaient au Parlement. Une image qui nous colle à la peau jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas d'idéal. Il n'y a pas d'idéologie. Vous criez le plus pour vous faire entendre du président de la République. Actuellement, est-ce que ces valises continuent de circuler ou pas? Orden Aladati. Je n'ai jamais vu de valise depuis que moi je suis là à la 7e législature. Sérieusement? Jamais, je n'ai jamais vu de valise. Quand vous m'interrogez, vous pensez que Orden Aladati a besoin d'une valise pour défendre le projet qui est en cours? Non. C'est un exemple précis que je donne. Pourquoi? Oui. Je n'ai pas besoin. Je me reconnais dans ce projet. C'est de ça qu'il est question, au fait. Mais il y avait bien ce genre de possibilités. Aujourd'hui, le président de la République, pour discuter avec mon parti, ne va pas aller rassembler la somme des députés. Le parti a son staff. Face à une question, le parti va façonner son opinion, sans que ce ne soit des volontés individuelles qui aillent s'exprimer à la face du monde. C'est des évolutions. Il y en avait, je ne dis pas que ce que je dis là n'existait pas du tout, mais ce n'était pas la même dimension. Il fallait un peu discipliner tout ça. Mais qu'en est-il d'une démocratie interne au sein de chaque groupe parlementaire à l'Assemblée? Est-ce que chacun a droit à la parole pour dire ce qu'il pense librement au sein des groupes parlementaires? C'est la vie, c'est-à-dire que il y a le groupe parlementaire, il y a le parti politique. On est d'accord, bien sûr. Et je vous dis que les membres du groupe parlementaire, tous sont issus du même parti. Et le parti politique a sa discipline interne auquel vous devez vous conformer. Et le groupe parlementaire, qui est donc un îlot simplement de ce parti, parce que constitué des députés donc, de ce parti-là au Parlement, ont leur règlement intérieur. Naturellement, personne ne va accepter le dictat de l'autre. C'est pour ça que le jeu politique se joue à travers les discussions. Comme nous sommes obligés de façonner des opinions ensemble et tout, cela nous impose la discussion. Et cela nous impose qu'il y ait des règles de jeu. Donc, faites des débats. Mais comment on ne va pas faire des débats? Non, depuis toujours, on faisait des débats. À la 7e législature, rien ne se faisait pas, non? Le président, pour quelque chose, va consulter chacun, après on va se voir, et puis voilà. Ce qui se passait avant,
c'est que pour les besoins de la constitution du groupe parlementaire, il peut se faire que le groupe parlementaire soit constitué des députés de plusieurs partis. C'est ce qu'on est en train de corriger que je parle. C'est comme si, lors de cette législature, la 8e que vous avez, pas souci d'avoir 9 groupes parlementaires, certains se mettent ensemble, ils sont UP, d'autres sont BR, mais vous aurez des groupes constitués d'UP et de BR. Ça rime à quoi, ça? Ça rime à quoi? Vous le faites simplement pour avoir des parcelles de pouvoir au Parlement, pour avoir les avantages qui sont liés et qu'on sort. Ça n'arrange en rien les populations, le peuple. Nous sommes du même parti, nous sommes censés avoir les mêmes opinions sur certaines questions majeures, et vous vous mettez ensemble pour faire passer vos décisions au Parlement. C'est ça le groupe parlementaire, qui est un groupe politique, qui est différent des commissions qui sont techniques. La composition des commissions, c'est technique. Oui, oui. On ne va pas voir qu'à la commission, il faut tel, non, c'est technique. Chacun s'inscrit, après le bureau fait les ajustements pour que les commissions ne soient pas trop disproportionnées. C'est comme ça que marchent les parlements du monde. Oui. Et c'est comme ça que marche le Parlement du Bénin. Que nous, à travers les textes qui ont été votés, nous ambitionnons d'assainir chaque jour qui vient. Et la marche est en cours. Et je vous dis, je sens que c'est irrémédiable. Je le sens. Pour vous, c'est une machine qui vient d'être allumée, qui est en marche et qui ne peut pas s'arrêter. Je pense que ce n'est pas bon que ça s'arrête. Pour le pays, ce n'est pas bon. Je vous dis que du point de vue du contenu, Oui. les discussions sont ouvertes. Hein? Oui. Parce que, voilà, c'est ça que je dis, le cap. Ce cap qui est donné, c'est ça qu'il nous faut. Au niveau du contenu, il peut y avoir des touches, des choses à revoir, des choses, pourquoi pas. C'est les discussions qui permettent ça, pas la violence. Justement. Orden Aladati, député à l'Assemblée nationale, président de la commission des lois. Vous avez tout à l'heure justement dit qu'il y a des commissions techniques à l'Assemblée nationale. Vous êtes le président de la commission des lois. Il y a la commission des finances, il y a d'autres commissions, l'éducation par exemple. Comment fonctionnent ces différentes commissions jusqu'à présent? Bon, comme cela s'y est. Les commissions sont saisies des dossiers que les plénières, à travers le président du Parlement, leur affectent, les commissions. Quand on va avoir une session plénière, on va dire oui, nous avons eu tel projet de texte, nous avons eu telle proposition de texte. Le président va faire un dispatching pour dire, compte tenu de la nature du contenu de cette proposition, de ce projet, il l'a fait à la commission des lois, au fond, et à une autre commission pour avis. C'est toujours 2 commissions, souvent. Ça peut se faire de façon commune, concertée, et ça peut se faire séparément par les commissions. Vous faites le travail en commission et vous donnez votre avis technique et vous déposez votre rapport sur la table au bureau du Parlement. Et la conférence des présidents programme le contenu des plénières. Et quand on vient, ça se déroule. Une commission saisie au fond va devant, délivre son rapport, on fait un débat général sur le contenu du rapport de façon transversale et on va dans le concret de la proposition qui est soumise. Le débat général, ce n'est pas assorti de vote, c'est pour que chacun s'exprime et ait le temps vraiment de dire ce qu'il pense de la loi ou du texte soumis. Et puis après, on prend le texte article par article et on se prononce. Et on vote article par article jusqu'à finir tout le texte et voter l'ensemble du texte. Si la plupart des textes au niveau législatif, quand la majorité se dégage au profit d'un texte, on suppose que le texte est voté. On lui donne un numéro et puis voilà. Il y a des textes spécifiques qui requièrent une certaine qualification. Quand ça vient, on procède. C'est à main levée pour les tests ordinaires. Il y a d'autres tests où il faut aller aux urnes et tout, et on le fait comme ça. Donc, les commissions travaillent normalement. Il y a une innovation récente qu'on va expérimenter. Nous avons décalé un peu. Nous avons estimé que les mercredis, nous allons travailler en commission tous. Et on sait que les mercredis, sinon au Parlement, on ne venait pas vraiment les mercredis. Pourquoi avez-vous décidé ça maintenant? Non, c'est la marche des choses. Vous savez, il y a des députés dont le fief sont vraiment très loin de Porto Novo et de Cotonou. D'accord? Ces personnes-là, c'est parfois difficile de monter
jusqu'au fin fond de Kobli un samedi et de revenir dimanche. Nous avons réaménagé un peu le calendrier pour avoir beaucoup de marge afin d'aller vers les militants sur le terrain. Donc du coup, nous occupons mercredi et nous dégageons vendredi pour les travaux de terrain. Ça continue avec le week-end. Pour un homme politique, il en a besoin pour rester au corps à corps avec ses électeurs. Honorable Orden Aladji, entrons un peu dans les deux grands rôles que la Constitution confère à l'Assemblée nationale. Légiférer et contrôler l'action du gouvernement. D'abord, légiférer. C'est très bien que vous soyez là, puisque c'est vous qui patronnez la commission des lois. Quelles sont les différentes lois qui sont déjà passées à votre fil du rasoir? Déjà au cours de la 8e législature. Oui. Non, il y a des tests qui sont là. Certains sont en souffrance, qui seront étudiés très bientôt. Oui. Quant au niveau de la commission, on a fait un toilettage. Vous savez, il y a des tests qui sont dans les archives depuis très longtemps, surtout quand c'est les projets. La fois dernière, quand on a publié les projets de tests qui sont en souffrance au Parlement, je me rappelle au cours de la 7e législature, il y a même des journalistes qui ont vu des tests relatifs au projet de révision de la Constitution. Et j'ai vu à travers les réseaux sociaux, il y a un nouveau projet de révision qui a été introduit. Ça dort encore là, le projet de révision soumis par le président Yahya Boni. Puisque tant que le gouvernement ne l'a pas retiré, ça là, c'est là. C'est là. Par contre, les propositions de loi ont un autre destin. Quand on fait 2 sessions ordinaires et que la proposition de loi n'est pas étudiée, il y a un retour à l'envoyeur. Orden Aladati, j'introduis une proposition de loi. Nous venons de finir la première session ordinaire. Nous faisons la 2e session ordinaire. Si j'introduis une proposition de loi qui n'est pas étudiée, à l'issue donc de ces 2 sessions, le secrétariat général va m'écrire et me retourner ma proposition. Si je décide de l'actualiser et de la réintroduire, je vais le faire. Mais pour les projets de texte, cette procédure n'est pas prévue par le règlement intérieur. Ce qui fait que ça dort sur la table des commissions plein de projets de texte qui sont caducs. Nous avons au niveau de la commission des propositions à faire au niveau du système législatif pour que ça s'améliore. Regardez par exemple le gouvernement qui est là, qui a été installé en 2016. Alors qu'il y a des projets de tests qui dorment là depuis peut-être, mettons, 2012, 2013. Mais ces projets qui concernent des secteurs précis, il lui fallut bien savoir que le gouvernement actuel veut bien reconduire ces projets. Il faudrait, ça manque. Nous sommes en train de vouloir faire des propositions pour qu'on ait une proposition, surtout en cas de transition. Pour qu'il y ait un mécanisme. Qu'il y ait un mécanisme que le gouvernement nouveau puisse avoir un mécanisme pour dire oui, tel, là, je reconduis ça, là, je sors ça du circuit. Parce que l'administration étant une continuité, nous ne pouvons pas, nous, de facto, déclasser ces projets qui dorment sur les tables des députés. Donc il y en a beaucoup qui sont comme ça, qui sont caducs. Vous regardez même le contenu, ce n'est plus d'actualité. Mais nous, de notre chef, la commission ne peut pas dire, nous les classons, nous les jetons. C'est là, on ne l'étudie pas, mais c'est là. OK? Donc, 100 jours pour s'installer, qui est un gageur, ce n'était pas évident, mais déjà 100 jours, ça marche, ça fonctionne. On a dit que le Parlement béninois était isolé. Non, vous constatez que non. Pour ce qui me concerne personnellement, les gens sont écrits on m'a interdit de visa. Faux. J'ai eu l'occasion de l'expliquer. Non, pas du tout. Au contraire, il y a de nouvelles règles qui améliorent un peu la collaboration de ce point de vue pour que les députés n'aient pas à trop souffrir avant d'aller accomplir leur mission républicaine. Donc ça tourne bien au sein des commissions? Les commissions tournent bien, mais nous n'avons pas encore beaucoup de matière. Parce que les commissions... Les 100 jours, c'est trop court. Mais ce n'est pas nous. D'abord, il faut que les propositions viennent. Bien sûr. Ça, c'est de la part des députés. Un député qui vient d'être élu, il faut qu'il s'installe et tout. Les propositions vont commencer par affluer. Il ne faut pas oublier que nous sommes à l'intercession.
la législature, la première session de l'année, en cours 2019, a été ouverte avec la 7e législature. Parce que c'est l'institution parlementaire qui continue. Oui. Il y a une session qui doit être ouverte en avril, Oui. que le président Mbeki a ouverte en pleine campagne électorale. Donc ça, c'est la 7e législature. Il y a eu la 8e législature qui a clôturé cette première session. Mais entre les deux, nous sommes sur le terrain, nous n'allons pas au Parlement. Moi, je suis allé au Parlement aujourd'hui parce que le président du Parlement a voulu que j'assiste à l'audience qu'il a voulu accorder à la Commission béninoise des droits de l'homme en tant que président de la Commission des droits de l'homme du Parlement. Sinon, je n'avais rien à faire au Parlement aujourd'hui. Par exemple, nous sommes sur le terrain actuellement. L'administration fonctionne, mais les députés ne sont pas au Parlement. Parce qu'ils ne sont pas en session. Ils ne sont pas en session. Et s'il y a une question que, par exemple, le bureau de la commission des lois juge urgent à traiter, si j'invite les députés, ils ont 15 jours. Je dois les inviter. Je ne peux pas les inviter, dit dans 48 heures, comme si nous étions en session. Si je les invite, je ne peux pas les inviter pour la semaine prochaine. Il faut 15 jours. Il faut 15 jours. Donc, c'est la procédure parlementaire qui fait qu'il y a les intercessions qui nous occupent à autre chose. C'est pourquoi quand les gens disent « Ah, vous êtes en vacances ?» Non, on n'est pas en vacances. Parce qu'il y a une mission de terrain. C'est interactif. Si vous n'écoutez pas vos concitoyens, vous allez porter leurs paroles comment? Donc, on est sur le terrain. C'est pendant qu'on était là, mercredi dernier, le bureau de la commission des lois était en visite à la commission béninoise des droits de l'homme. Bien sûr. Parce qu'on a suivi leurs interventions, ça nous a interpellés. Nous n'arrêtons pas de fonctionner. Mais les sessions à l'hémicycle ne se tiennent pas. On peut même faire les commissions. Je sais ce qui se passe au niveau de la commission des lois. On peut même faire les commissions. Mais je dis, dans l'intercession, pour convoquer une commission, il y a un délai de temps qui fait que parfois on se dit, bon, attendons. Bien sûr. Mais avant justement que les lois ne commencent ou les propositions ou encore les projets de loi n'affluent sur votre table, l'Assemblée nationale a déjà étudié et validé d'ailleurs son budget exercice 2020. Quelle a été la procédure? Comment est-ce que ça s'est passé? Non, mais c'est la procédure normale, habituelle. Ça, c'est la commission des finances qui fait un travail en lien avec la question. Et ce travail-là est soumis à la plénière. Nous devions de le faire. Nous avons convoqué une session extraordinaire pour le faire, qu'il vous souvienne. Pourquoi? Parce que le gouvernement est en train de préparer le budget général de l'État. Oui. Il faut qu'il intègre le budget de l'Assemblée nationale. Le budget de l'Assemblée, ça nous a déjà créé des problèmes à la 7e législature où le Parlement a tardé à envoyer son budget au gouvernement. Les cadrages étaient faits et tout, ça nous a créé quelques difficultés. Pour ne pas tomber donc dans les mêmes difficultés, le Parlement a voté son budget, qui est en deçà du budget de 2019, malgré que nous soignons dans une transition. Vous savez, quand il y a renouvellement de l'Assemblée nationale, cette année-là coûte plus cher au Parlement. Ah bon? Pourquoi? Naturellement, parce que le nouveau député, le premier député qui vient, il doit pouvoir s'installer, il doit avoir qui sont liés à sa personne, et pour une seule fois, durant toute sa mandature. Mais qu'il faut lui débloquer. Le monsieur avait des habitudes vestimentaires. Voilà qu'on lui impose une certaine habitude. Je n'ai pas dit veste-cravate, mais il faut qu'il soit bien habillé. Notre règlement intérieur est très précis dessus. C'est combien déjà ces primes d'installation, si on peut le savoir? Non, c'est un catalogue. Je n'ai pas le calendrier en tête. Le député vit d'indemnité. Non, du tout. Pourquoi ça devrait être secret, ce que l'État paye aux gens? Je me rappelle, le président Diogbenou, quand il a été élu député, il a publié sa fiche. Ce n'est pas secret. Au fait, vous avez une série d'indemnités, dont une indemnité de base. Ça, je ne sais plus combien ça fait, si c'est 800 000 ou bien, je ne sais plus. Il y a une indemnité de base. Après, vous avez une indemnité pour vous habiller. Vous avez une indemnité parce que tous les jours, vous êtes obligé que vous habitez à Porto-Novo ou pas. Alors que l'État doit vous loger là pour faire le travail de représentation du peuple qu'on vous donne. Si l'État ne vous loge pas, vous donne une indemnité pour le carburant,
pour votre loyer. La somme de ces indemnités, vous mettez ça ensemble, ça tourne parfois autour de 2 millions et quelques, c'est ça qu'on tourne, c'est ça? Pas député. Oui, c'est ça. Il y a des fonctionnaires de la République qui gagnent plus que les députés. Donc ça crie, c'est comme si c'était un tabou et tout, mais c'est des primes. Ce n'est pas du salaire qu'on donne. On est d'accord. Ce que vous donnez pour m'habiller, si je vais mettre ça dans quoi? Je vais mettre ça dans le manger, je m'habillerai mal. Si vous prenez ce qu'on vous donne pour le carburant, ben vous allez acheter paillot au bord des voies. Si vous dépensez ce qu'on vous donne pour amortir votre véhicule qui s'habille, quand le véhicule tombera en panne, vous irez à Porto-Novo Azem. Ce qui n'est pas bien pour le représentant du peuple que vous êtes. Son image sera je entachée. vais vous donner quelque chose qui m'est arrivé à la 7e législature. Moi, ce n'était pas quand même Toyota, c'était une voiture BMW que j'avais avant d'être député. Oui. Je vais au Parlement, nous allons en délégation avec les députés, mais arrivé à mon niveau, les gens me tirent la corde. Si vous avez une Toyota un peu fatiguée, que vous décidez, même vous qui êtes en face de moi, de conserver, c'est la société qui va vous faire changer ça. Malheureusement. Donc vous étiez obligé de changer la voiture. C'est obligé, surtout que le député a quelques facilités pour acheter sa voiture. Les gens ont l'impression que c'est le Parlement qui donne aux députés une voiture. Non. Si vous êtes au bureau et tout, il y a une voiture de fonction, c'est différent. Mais si vous êtes député ordinaire, vous pouvez acheter votre voiture avec des facilités que met en place le Parlement. Mais c'est vous qui remboursez. Tout, c'est votre voiture. Mais alors, ces différentes primes d'installation que le député reçoit en début de mandature, ça a été fait pour le cas d'espèce dans le budget de 2019, c'est ça? Non, c'est ce que je vous explique. Oui. Je dis, malgré toute cette transition Oui. liée aux charges nouvelles qu'impose une nouvelle législature, Oui. le budget a pu être contenu presque dans la même dimension que les anciens budgets. C'est tout ce que je veux dire. Qu'il y a une prouesse qu'il faut remarquer. Comment avez-vous fait? Non, c'est des coupes sombres, non? Tel avantage coupé, telle autre chose qu'on gère autrement. La question nous a proposé un document que nous avons estimé bien, que nous avons voté. Avec les privations que cela impose parfois. Pour renoncer parfois à des avantages. Parce que, ouais, par exemple, un député, on a besoin d'argent pour aller sur le terrain. Moi, quand vous prenez ce budget, j'aurais voulu avoir un peu plus de moyens pour animer le terrain. Mais malheureusement, il faut tenir compte de la caisse de l'État et du cadrage du gouvernement et tout. Parce que quand vous descendez sur le terrain, au-delà des questions de corruption, ça nécessite de l'argent que vous dépensez. Et ça, souvent, les gens ne le perçoivent pas. Tout le monde va vous dire ceci, mais ce qui persécute le député, c'est que chacun se dit que le député est riche, ce qui est faux. Ah bon? Mais c'est totalement faux. C'est Gbagbo qui a dit, et j'aime beaucoup ça, quand vous êtes un homme politique, quand vous ne réussissez pas, ce n'est pas bon pour vous du tout, pour votre famille, c'est un risque que vous prenez. Mais quand ça marche et que vous réussissez, ça améliore votre confort personnel. Oui. Oui, quand vous êtes député, c'est oui ou non, hein, parce qu'il y a certains qui étaient à des niveaux de vie supérieurs à ce qu'on accorde aux députés. Je ne veux pas donner des noms, observez. Ça dépend d'où chacun vient. Bien sûr. Ce que faisait chacun. Et parfois on se demande, mais pourquoi il va à l'Assemblée nationale si tant est qu'il n'y a pas autant d'avantages qu'on le dit? Non, ce n'est pas ça. C'est pas, en fait, vous savez, le matériel n'est pas la fin du monde. Et c'est ce que j'ai tenté d'expliquer. Voilà. L'objectif final de tout le monde, c'est pas... Quand tu as fini d'avoir le matériel, il te faut quoi? Mais c'est pas parce que vous êtes homme politique qu'on dit ça parfois. Parce qu'on dit que la politique, ce sont les intérêts. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait que parfois on dit... C'est pas les intérêts que vous allez à l'Assemblée nationale pour vous remplir la La France. politique, les intérêts, à ne pas confondre avec les intérêts bassement matériels. J'ai un intérêt politique à faire ceci qui n'a peut-être rien à voir avec un intérêt matériel. bassement matériel.
Nous avons besoin du matériel pour exister. Voilà, vous faites une fonction de représentation, vous devez en tenir compte de niveau. Vous allez dans certains parlements, le jour où vous êtes élu député, on vous donne la clé de votre villa. Jusqu'à l'année dernière, les députés, ils erraient sous les arbres quand ils viennent au Parlement et que les sessions ne se tiennent pas. Jusqu'à l'année dernière. Voulons-nous donc que nos députés soient? Je vous dis que c'est la corruption qui peut-être est passée par là les années antérieures, qui a fait qu'il y a une image vicieuse qui est collée à la peau du député. Que nous devons travailler, nous en avons conscience, que nous devons travailler à corriger. Il faut inverser, que s'investir en politique ne soit plus perçu tel que c'est perçu. Ce n'est pas bon. Ça ne permet de rien faire. Et tout le monde sait que c'est le député qui doit voter la loi. On le vilipende, on le vitriole. Mais c'est lui qui va voter la loi. Pourquoi ne pas faire de lui un partenaire pour mieux le contrôler, afin d'avoir les arguments crédibles pour dénoncer ses biais et ses vices. Il peut y avoir des vices qu'il faut dénoncer du bon droit. Mais dès lors que quelqu'un est élu, vous êtes là, on vous dit oui, mais le jour où vous allez en politique, vous êtes élu député, vous devenez mauvais. Cette façon de faire, elle est maladroite et ça va enfoncer le pays. Peut-être est-ce aussi dû à ces députés qui parfois se comportent mal, non? Je dis, si un député se comporte mal, il va en répondre devant l'opinion. Je n'ai pas d'état d'âme par rapport à ça. Mais les globalisations faciles, oui, il faut éviter ça en société. Les femmes de Ouida sont telles, c'est pourquoi il ne faut pas faire ça. Il est en politique, donc c'est dangereux. Puisqu'on sait que de toutes les façons, le destin du pays se joue au niveau de la classe politique. Travaillons plutôt à assainir le paysage politique. Et comme ça ne va pas de soi, nous, au cours de la 7e législature, avec le président Mbedi et autres, déjà à son investiture, oui, on a décidé de donner un coup de pouce législatif à l'assainissement du paysage politique. C'est ça qui est en cours. C'est ça qui a été mal interprété, mal compris, compte tenu des résultats à mi-chemin auxquels nous sommes parvenus et qui ne satisfait personne. Justement. Orden Aladati, on a parlé un peu du rôle du Parlement que c'est que de légiférer. Tout à l'heure, vous avez expliqué un peu avec les 100 premiers jours, le contexte d'installation des nouveaux députés. Ce n'est pas encore la saison des grands travaux. Qu'en est-il du contrôle de l'action gouvernementale? On a l'impression que beaucoup de personnes vous attendent beaucoup plus sur ce chantier-là. On en a conscience. On le sait. Mais on ne peut pas, d'accord, interpeller le gouvernement quand nous n'avons pas de sessions qui se tiennent. La prochaine section ordinaire va s'ouvrir en octobre. Entre les deux, si nous convoquons une session extraordinaire, oui, ce serait pour un objet précis. Il ne faut même pas que l'opinion s'attende. Lorsqu'avant octobre, il y aura donc des sessions, de s'attendre à ce que l'on interpelle le gouvernement par rapport, on ne pourra pas. Puisque ces sessions seront convoquées sur des sujets précis. C'est une question majeure sur laquelle les députés consentent à une certaine majorité. Oui. Alors, il faut aller requérir les signatures de maison en maison pour demander qu'une session extraordinaire soit convoquée. À cette fin-là, oui, on pourra le faire. Si la question qui se pose, c'est est-ce que vous aurez vraiment l'audace d'interpeller le gouvernement? J'ai déjà expliqué ça. Oui. Au fait, vous prenez le gouvernement pour un objet non identifié. Le gouvernement est identifiable. Le gouvernement, c'est son chef, le président de la République. Et ce sont les ministres. Et en dessous des ministres, l'administration. Vous croyez que moi, député, je ratifie au profit du gouvernement des conventions de prêt que je vais payer, que mes enfants vont payer, que je vais laisser les cadres de l'administration donc dépenser comme ils le souhaitent, donc, et se les mettre plein la poche? Peut-être si vous êtes corrompu. Je vous dis que les choses ne se passent pas ainsi. Personne ne les passe. C'est le gouvernement, c'est quoi? C'est l'administration. Ce que les gens vivent, c'est le président de la République. Le président de la République gère quoi, en définitive? D'accord? Donc, l'argent du peuple, moi, je ne peux pas permettre qu'un fonctionnaire de l'État
dissipe l'argent. Ce n'est pas dans mon intérêt. Quel intérêt je pourrais avoir dans ça? Peut-être est-il votre partenaire politique? Peut pas être le partenaire de 83 députés à la fois. C'est ça ce que les gens ne perçoivent pas. Je vais profiter pour dire, Oui. quand les gens crient au Parlement, c'est parfois de bonne foi, mais pas toujours. Et j'interpelle les Béninois. Je dis, bon, mettons, 6e législature, ou 5e, Oui. je ne sais plus à quel moment, mais n'y avait-il pas un contrôle de l'action gouvernementale avant qu'on ait Maria Agleta? N'y avait-il pas un contrôle de l'action gouvernementale avant qu'on ait le siège de l'Assemblée nationale qui Qui est à l'entrée de Porto Nouveau. est dans ce bas-fond, dans cet état lamentable-là? Répondez à la question, puisque vous Mais aussi, il y en avez siégé à la avait, mais 7e vous savez, législature. dont les Oui. députés ont crié tout le temps. Regardez même, je ne sais pas comment ça s'appelle pour les digues qui sont placées Oui. de côté est de Cotonou, soit c'est ça qu'on appelle Siapato, Oui. pour arrêter donc l'avancée de Au la niveau mer. de l'hôtel PLM Aledjo. Aledjo, et que vous souviennent, les députés ont refusé d'autoriser l'accord de prêt, non? Mais le président de la République a pris une ordonnance, je parle du président Yahi Boni, a pris une ordonnance et le travail a été mal exécuté. Est-ce qu'il a répondu de ça? C'est pour vous dire quoi? Voilà. Ces instruments existent. Ce qui est capital, c'est que on puisse les exploiter, mais ce n'est pas la fin. Si les députés, malgré leurs cris, ne sont pas sincères, nous aurons les Maria Agleta. Encore. Nous aurons des sièges de l'Assemblée. C'est ça que nous ne voulons pas. Je voudrais nous engager par rapport au gouvernement qui est là pour pouvoir mesurer donc l'action de ce suivi que nous faisons et que nous allons davantage faire qu'à la fin du mandat de Patrice Talon qu'on n'ait pas d'éléphant blanc. C'est ça le résultat attendu pour le peuple. Ce n'est pas que les gens aillent jaser qui est le résultat attendu. Le résultat attendu, c'est qu'après avoir crié, que le mal ne soit pas fait. Mais puisqu'il y en avait... Les gens parlent et le mal se fait. Les scandales étaient là. Je vous dis que les gens parlent. Oui, bien sûr. Nous allons mieux suivre. De quelle manière, concrètement? Puisque le député n'a pas les moyens de sanctionner l'exécutif. Non, si. C'est le député qui donne les moyens de son action à l'exécutif. Ah, c'est fort ça. Ah, le député peut aller jusqu'à traduire. Ah non, 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 non. Ah, ne blaguez pas avec ce que peut faire le député. Ah, ne blaguez pas avec ça. Le président du Parlement a reçu aujourd'hui, pendant que tout le monde a l'impression que le Parlement ne tourne pas, mais le président du Parlement et son staff continuent de travailler. Il m'a demandé de l'assister pour recevoir la commission béninoise des droits de l'homme qui avait des difficultés. Le travail de représentation, vous n'en avez pas parlé. Ce travail, puisque le Parlement, à travers la commission des lois, assure la promotion des droits de l'homme. Nous avons suivi des citoyens qui ont gesticulé, qui ont dit « nous souffrons parce qu'on est allé les écouter ». Ce n'est pas ça ce qu'on nous demande comme travail. Et pourquoi on a fait ça? Mais quand ils ont dit qui doit leur donner les moyens, c'est le gouvernement, non? Mais pourquoi nous n'avons pas dit que non, puisque bon, tous ceux qui sont là, ils soutiennent le gouvernement, donc on peut laisser passer leurs cris de cœur et tout. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous travaillons pour ce peuple-là. Cette façon donc de schématiser, de cristalliser le débat autour de tout. Non, non. C'est vrai qu'on aurait voulu plus de diversité. Nous sommes dans une transition. Une loi a été votée. À l'étape actuelle, tout le monde n'a pas pu passer pour le test qui est mis en place, mais les gens passeront et la démocratie va continuer. Et la vie va suivre son cours. Et les députés qui sont là vont contrôler le gouvernement. Ils sont en train. Et le président Vavlouna dit ce n'est que 100 jours. L'anglais dirait wait and see. Bien sûr. Mais Orden Aladati, vous savez que cette conversation n'est pas privée, que les gens nous regardent. Mais les gens nous regardent, mais pourquoi ne devrait-on pas nous regarder? Qu'ils se souviendront de ce que vous avez promis ici
que le suivi sera vraiment au top. Mais pourquoi ne sera pas au top? Je dis, ce suivi-là, s'il est au top ou pas, on l'évalue comment? À la fin du régime de Talon, c'est un indicateur que je donne entre autres. Hein? Oui. Ce n'est pas limitatif. Combien d'éléphants blancs le gouvernement de Patrice Talon a laissé? C'est un critère d'évaluation, non? Allons-y. Après, on va croire que c'est Esnilo. Oui. Non. Ce sera le suivi, ce sera la rigueur, parce que le président Patrice Talon, il n'est pas sur tous les chantiers à la fois. Hein. Le gouvernement même aura intérêt à ce que les députés sortent. Qu'est-ce que vous dites? Le gouvernement même aura intérêt à ce que les députés sortent pour aller. Je sais qu'à la présidence, il y a un cellule de suivi des choses. Si les députés aussi se mêlent là, les choses seront mieux faites, nous aussi, non? La crainte du gendarme. Donc, que le peuple ne croit pas pour l'avantage du peuple. Ce que les gens n'ont pas eu, c'est ceci. Oui. Nous prendrons le Parlement et toutes les lois qui sont votées là, nous allons les balayer. C'est possible? Nous sommes en politique. Dieu a dit non à ça. Ah bon? Dieu a dit non à ça. Alors, on veut ratifier un accord de financement pour l'assainissement fluvial de Cotonou. Un député dit, je bloque, parce qu'il veut que le président échoue. Dieu a fait. Moi, j'ai dit au Parlement, je ne bloquerai pas ça. Hein. L'asphaltage de Cotonou, là. Il y a des gens qui ont voté contre les accords de prêt pour qu'on fasse ça. Ah bon? Mais si, on va citer des noms ici. Allez aux archives. C'est ça? Si c'est ça, là, moi, je ne ferai pas ça. Hein? On dit qu'on veut donner de l'eau potable. Et quelqu'un se lève ou dit non. Des prêts préférentiels, hein, à moindre coût. Et quelqu'un dit non. Je ne vote pas. Et on va sortir devant votre télé et on va me dire que moi je suis l'ennemi du peuple, moi qui ai voté pour qu'on donne l'eau aux populations. Et celui qui a voté contre sera l'ami du peuple. Non. Non. C'est peut-être parfois dans des manigances politiques. Moi, je ne veux pas juger quelqu'un. Des questions de manque de confiance. Je pose des trucs de factuels. Est-ce que parce qu'on manque de confiance, les populations ne vont pas boire de l'eau? On a inauguré un Maria Agleta, un autre a été ouvert. On en a fait un, je ne sais pas si c'est Maria Agleta 0, comment ça s'appelle, 40 milliards, 0 pointé. On n'a pas trouvé une bichette d'allumettes. Est-ce que c'est ça? Le contrôle de l'action gouvernementale? Au moment où ce projet naissait là, il n'y avait pas de contrôle de l'action gouvernementale? De quoi parlons-nous? Nous allons le faire, pas dans une logique de bloquer le gouvernement. Nous allons le faire pour que parfois les portes qui pourraient, les esprits mal intentionnés, qui voudraient distraire l'argent du peuple, qui ne puissent pas le faire. Nous allons le faire. Nous allons le faire naturellement. Naturellement. Il n'y aura aucun problème pour ça. Très bien. Mais justement, il y a aussi une question fondamentale. Ça n'a pas forcément trait au social, puisque les questions qui semblent épineuses ont toujours trait à vous, hommes politiques. La réforme du système partisan, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises. La charte des partis politiques qui est là paraît une loi peut-être difficile pour certains hommes politiques qui ont estimé que non, on a voté la loi pour les bloquer eux. Le chef de l'État avait dit le 20 mai dernier qu'il comprend peut-être ces frustrations, mais qu'on va essayer de travailler pour parfaire les différents couacs qu'il y a eu dans le processus. Qu'est-ce que vous entendez faire à l'Assemblée nationale, puisque là aussi, les espoirs sont très grands et misés sur vous? L'Assemblée nationale attend des propositions. L'Assemblée nationale opine sur des projets de loi et des propositions de loi dans son action parlementaire. Des propositions qui viennent encore des députés? Pas nécessairement. Le projet peut venir du gouvernement. Oui, le projet La proposition peut venir de vous, mais portée par un député. Et le député, lui, il vient d'un parti politique. Cette question, elle a posé ça au parti politique. Moi, en tant que président de la commission des lois, s'il y a une proposition qui vient au Parlement demain, vous m'interrogerez là-dessus. Mais dans ma posture d'homme politique, je travaillerai au sein de mon parti pour voir qu'est-ce qu'on fait
sur le contenu de ces textes-là. Vous avez évoqué la charte, et certains ont dit non, c'est pour les bloquer. Non, personne n'a dit ça. Ah ben, Cela a été voté à l'unanimité, moins une voix. Mais dans À l'applicabilité, quel moment? C'est deux choses différentes. Bien Vous sûr. parlez de la loi ou bien de son application. C'est deux choses différentes. On est d'accord que c'est pas le dans, député, dans le vote, c'est effectivement, pas le les député scores- c'est pas le député. Vous parlez au député. il y Parce a que certains partis politiques qui, dans l'application, ont estimé que c'était une loi. Vous entendez parfois des termes comme des lois drones. Vous entendez ça? s'il vous plaît, Oui. ça veut dire Dans que l'application. vous êtes en train de relever l'amalgame qu'il y a eu à ce niveau, non? Vous Et je avez vous donne semblé la dire- parole pour que vous puissiez éclaircir. Non, mais je ne vais pas aller dans cette polémique encore. On a dit qu'on ne remuerait pas le couteau dans la plaie, non? Mais quand vous l'évoquez, il faut en parler brièvement et sortir de ça. On a dit les députés ont voté une mauvaise loi. C'est ça qu'on a inculqué, de mauvaise ou de bonne foi. Et moi, je dis sur le plateau, la énième fois, qu'un seul député s'est abstenu. S'est abstenu. Un seul. Où est le problème? Maintenant, si l'application crée des problèmes, situons le problème et voyons pourquoi ça a posé problème. Mais on a fait de l'amalgame. On a insulté les députés par rapport à cette loi. Je dis devant l'opinion que ceux qui ont insulté les députés pour la charte devraient devenir devant l'opinion leur présenter des excuses, non? Maintenant, l'application a créé problème. Je ne vais pas remuer le couteau. Et qui était chargé d'appliquer, entre autres, le ministère de l'Intérieur. Et quand le ministère de l'Intérieur n'a pas accordé le récépissé ou n'a pas reconnu la conformité d'un certain nombre de partis, qu'est-ce que le ministère de l'Intérieur a évoqué comme raison? S'il y a un débat où on rentre dans ces analyses, on pourrait opiner. Je ne voudrais pas entrer dans ces analyses. On a dit qu'on ne va pas remuer le couteau dans la plaie. Si la classe politique discute que des propositions, à travers des projets de texte, propositions de loi, viennent à niveau de la commission des lois, nous allons donner notre éclairage technique et le débat technique et politique se fera au niveau de l'hémicycle. Vous promettez des débats techniques et non politiques Ce au n'est sein pas, de, ce n'est la pas commission. à promettre, ça va de soi, c'est obligatoire. La commission des lois opine sur les lois et au regard de la loi. Ce n'est pas nos sentiments en tant que politiques. Voilà. Nous Là, j'allais pouvons poser pas. la question. Hein. Je allez le vous faire donne sans un état exemple. d'âme. Je vous donne un exemple. Il a été demandé à la commission des lois d'avoir proposé des critères et des modes pour désigner nos représentants dans les institutions régionales. Oui. Arrivé sur la CEDEAO, nous savions qu'au niveau de la CEDEAO, le débat était évolué pour que le genre soit pris en considération. Au niveau politique, je suis sensibilisé au genre. Mais je ne peux pas prescrire dans mes représentations que le genre soit pris en compte. Puisqu'aucun test de la CEDEAO n'a été pris sur la question. Malgré moi, c'est les partis qui vont essayer de tenir compte de ça. Les clés que la commission des lois va suggérer à la plénière ne peuvent pas être de cet ordre-là. Parce que si je le dis, je dois pouvoir citer le texte qui le prescrit. Vous voyez comment, donc, le droit peut aller en conflit avec mes propres sensibilités. Quand c'est comme ça, le politique travaille à améliorer le droit. Sans travailler à améliorer le droit, on ne va pas me demander d'aller selon votre sentiment et vos intérêts, qui peut-être sont légitimes. C'est ça que le droit, que les gens ne comprennent pas et font d'amalgame. C'est le droit. Vous avez légiféré ici qu'à ETL, c'est ceci qu'on doit faire. Tant que vous n'inversez pas ça, il est difficile d'aller au travers, vous allez brûler le règlement intérieur de la maison. Allez vous entendre pour changer ça. Pourquoi pas? Tant que ce n'est pas changé, quand ça vient au niveau de la commission des lois, la commission des lois est obligée d'appliquer l'existant, malheureusement. Donc c'est pourquoi par rapport à la question, je dis que la balle est dans le camp des partis politiques. Et puis après, si ça se transforme en proposition de tests qui nous reviennent,
Et avec les partis politiques, j'ai ma partition à jouer en tant qu'homme politique. Hein. Dans votre parti politique? Dans mon parti politique. Dans le débat public politique. Oui. Mais si je rentre dans la posture du président de la commission des lois, j'attendrai qu'un texte vienne au Parlement. Et ça ne suffit pas. J'attendrai que le président de l'Assemblée nationale affecte ce texte à la commission des lois. Surtout au fond. Il y a toute une procédure à respecter qui est parlementaire. On ne peut pas faire autrement. Les assemblées du monde fonctionnent comme ça. Et on verra un peu comment sera le comportement de chaque parti politique au moment opportun. En ce moment, des députés... Parce que les élections approchent déjà de toutes les façons. En 2020, déjà, ce sera les élections locales, communales, municipales. Tout à fait. Les partis politiques devraient déjà commencer. Ceux qui désirent apporter des amendements devraient déjà commencer à se bouger, non? Tout à fait. Pourquoi pas? Très bien. Et ceux qui désirent participer à la compétition devraient chercher à se conformer aussi. Oui. Très vite. Très bien. Non? J'entends déjà qu'il y a certains qui avaient été recalés, qui ont déjà leur sésame là maintenant. Oui, oui. Le processus va continuer, non? Il n'y a plus de peur que de mal à ce niveau. Ça ira, je crois. Très bien. Ordonne à la date, pendant les 100 premiers jours de l'Assemblée nationale, il y a eu la désignation des membres de l'Assemblée nationale qui doivent siéger dans certaines institutions, vous l'avez dit. Mais notamment au niveau du COS-LEPI, vous avez aussi sacrifié à cette tradition. Et on a entendu après, certains acteurs politiques qui se réclament d'une formation politique qui, aux yeux de la loi, n'existe plus forcément. Je vais parler des forces Cori pour un Bénin émergent qui se sont insurgés contre cette procédure-là. En tant que député, là, je ne m'adresse pas forcément... Et ils ont dit quoi? Vous l'avez certainement entendu où ils ont estimé que la loi numéro 2012-43 du 5 février 2013 portant apurement, correction, mise à jour et actualisation du fichier électoral national et de la liste électorale permanente informatisée prévoit une majorité et une opposition et qu'actuellement à l'Assemblée nationale, il n'y a pas d'opposition. Oh, c'est une lecture biaisée de la loi. De leur part? Ah, de celui qui a dit ça, c'est plus... Oh, je n'ai pas souvenance. J'ai fait un débat sur la BBC, je crois, et j'ai sorti l'article. C'est l'article 6? Notre règlement intérieur ne parle pas de ça. Et la commission des lois n'a pas visé un article qui dit, peut-être qu'ils ont lu une ancienne disposition. Parce que les gens, parfois, viennent à la télé sans bien lire les textes. La loi et la commission des lois a dit majorité et minorité. Majorité et opposition dans l'article qui est visé, c'est pas vrai. Parce que l'article, effectivement, c'est l'article 6 de la loi que je viens de citer qui dit le Conseil d'orientation et de supervision est composé de 11 membres désignés comme suit, 5 députés de la majorité parlementaire, 4 députés de l'opposition parlementaire. Ils n'ont pas suivi, ça là, ça a été changé, c'est faux. C'est minorité, majorité. Parce que ça, c'était une faute contenue dans l'ancienne loi. Mais c'est Nourel Mouachari qui a dit ça, il a été député. Mais c'est pas être député, les gens sont députés, parfois vont dire des choses qui ne... Voilà, moi je ne suis pas... Regardez, majorité, minorité, vous dites majorité et opposition. Ce n'est pas des choses qu'on met ensemble. L'opposition à qui? Nous sommes au Parlement. L'opposition au président de la République, à son gouvernement, vous le faites dans le cadre de votre parti politique. Mais quand on vient au Parlement, nous avons une majorité parlementaire et nous avons une minorité parlementaire. Encore que les frontières ne sont pas étanches. Si on procède comme ça, comment on va désigner? Vous vous rappelez la fois dernière, par rapport à la désignation à la Sénat. Oui. Et dans l'ancien texte, quand ça a été articulé comme ça, et feu, paix à son âme, Moïse Bossou, je crois, pour le remplacer, venait de la mouvance. Le fait d'amener dans le débat parlementaire cette notion, c'est ça que ça crée. Si en temps il y a changement de régime, comment on fait ça? Pas la même mouvance. C'est pour ça qu'à l'Assemblée, il faut parler de majorité et de minorité. Parce que l'Assemblée nationale, à son installation, on sait qui est de la majorité parlementaire et on sait qui est de la minorité parlementaire. Avant, on disait ça et ça a été corrigé.
La loi que nous avons visée, Oui. si vous prenez cette loi-là, on parle de majorité et de minorité. Je me rappelle très bien que même dans les conclusions de la commission des lois, dans la restitution, on parlait et nous avons nommé les groupes parlementaires. Nous avons dit 5 représentants de l'Union progressiste et 4 représentants du bloc républicain. Un député nous a repris en plénière pour dire 5 députés de la majorité et 4 députés de la minorité. C'est ce que dit le texte et le règlement intérieur. J'ai le règlement intérieur dans mon sac, hein, c'est-à-dire que c'est une émission interactive. Si ça fallait fouiller, je vais lire la disposition. Je n'ai plus en tête. Je demande aux Béninois donc d'aller lire le règlement intérieur. Le code, parce que les gens se font des erreurs. Le code le code en vigueur. Oui. Majorité, minorité. Que nous avons tous voté là. En réalité, l'amalgame ne devait pas exister si on suit vos Si on lit bien, oui. avant de venir opiner, oui. Bon, clôturons ce débat-là. Ordre à la date. Oui, s'il vous plaît. Très bien. On évolue dans cette émission. Vous avez l'impression que les députés de la 8e législature, tous, ont déclaré leur bien? Je ne sais pas, je n'ai pas fait ce contrôle. Je sais que ça a été une prescription de mon parti à moi, Oui. que tout le monde ait eu à déposer dans un certain délai sa déclaration de biens. Et nous avons organisé la déclaration et nous sommes allés en groupe le faire. Malheureusement, ce jour-là, les dispositions n'étaient pas prises au niveau de la Chambre des comptes pour prendre tout le monde. Donc, ils ont dû faire leur programme et les gens sont partis. À la date d'aujourd'hui, je ne peux pas gager de... Mais la plupart des membres de l'Union progressiste, en tout cas, ont eu à faire cette déclaration. Vous l'avez fait? Je l'ai fait. Ouais. Vous êtes vis-à-vis de la loi très conforme, c'est ça? Par rapport à ça. Par rapport à ça. Il est vrai que les députés ont leur point de vue là-dessus. Hein. Certains disent on a géré quoi et tout. Mais la loi, c'est la loi. Les députés qui l'ont voté. Très bien. Alors, on va amorcer les dernières minutes imparties à cette émission avec les grands défis qui attendent cette 8e législature. On a commencé à parler tout à l'heure de certains textes qui peuvent venir et qui peuvent aussi vous pousser à agir en conséquence compte tenu de vos statuts, de vos postes actuels. Mais quels sont les défis que vous entendez relever pour qu'à l'arrivée de cette législature, tous unanimement puissent vraiment applaudir des pieds et des mains? C'est toujours difficile dans un pays que tout le monde applaudisse de façon unanime. Vous n'aurez pas ça au monde, il ne faut pas se leurrer. Donc si vous fixez ça comme résultat attendu, je ne m'engage pas dans ça. Mais que la plupart, et surtout nos concitoyens, oui. Hein, que ce ne soit pas cette élite, vous et moi, qui nous caricaturons à travers... non, il faut qu'on... C'est pour le plus grand nombre que nous travaillons. Donc, pour que le plus grand nombre se reconnaisse à travers nos actions, oui. Je m'engage. Très bien. Donc, à partir de ça, qu'est-ce que vous engagez à faire pour le plus grand nombre? Vous avez dit tout à l'heure, le contrôle de l'action gouvernementale, oui. ça préoccupe nos populations. D'accord? Alors, pourquoi ça préoccupe nos populations, au fait? Nous avons été habitués à une certaine gouvernance au sommet de l'État. Et c'est pour ça que je les comprends. Moi, je n'ai pas autant peur, parce que le système qui est là, je le connais, et les mécanismes de gouvernance qui sont en train d'être mis en place, ce n'est pas encore à travers la dématérialisation dans l'administration. Aujourd'hui, vous faites une prestation, c'est un chèque. Il y a un ensemble de mesures qui sont en train d'être prises, qui me rassurent, qui fait que même si des personnes entre grippe, qui ont quelques déviances, se glissaient dans le système va le prendre. C'est ça qu'il faut faire. Les hommes sont ce qu'ils sont. Nous travaillerons à cela. Si des projets allant dans le sens d'une meilleure gouvernance, nous travaillerons à affiner ces projets-là. Les projets de développement par rapport au pays. Il y a un PHG qui est en cours, tous les financements ne sont pas bouclés. Nous encourageons le gouvernement à aller chercher des capitaux à des taux intéressants pour la postérité, puisque c'est nous et nos enfants qui allons payer ces prêts.
nous allons donner les moyens au gouvernement pour nous donner de l'eau, pour nous donner de l'électricité, pour nous construire des routes. Et pour que les produits vivriers aussi coûtent moins cher pour nos populations. Nous allons donner ces moyens. Nous allons faire en sorte de façon à aider le pouvoir de l'État pour que certaines questions que vous suivez à nos frontières et tout, par la faute de quelques de nos citoyens, ne nous arrivent plus. Je pense que ces questions-là sont en instance d'être débattues au niveau des chapelles politiques. C'est notre pays. Nous avons entendu des gens dire qu'il faut aller s'agenouiller à côté avant. Non, il faut que nous voyions notre développement en face et que nous assumons. Ces moyens, nous allons donner. Mais on ne peut pas donner les moyens au gouvernement sans contrôler l'utilisation qui est faite de ces moyens. C'est ça. Parce que c'est parce que nous ne percevons pas ce que c'est que l'État et le gouvernement. Et je pense que le gouvernement a expliqué. Pour dire c'est l'argent de nous tous que l'on confie au président de la République et à ses ministres de gérer en notre nom. Comment moi je donne de l'argent à des gens que je ne veux pas contrôler, je dois contrôler. Même chez moi, je contrôle. Je ne peux pas donner de l'argent à la maison, à mes enfants, au truc là, sans contrôler, je contrôle. Si j'arrive à contrôler chez moi, vous comprenez que je ne peux pas ne pas contrôler le gouvernement. Et le rôle de la représentation. Oui, nous sommes l'oreille du peuple. Nous sommes là, donc, ce rôle de représentation pour aller au cœur des populations, leurs problèmes. Les lois qui sont votées là, souvent, les gens se reprochent que ce ne soit pas très bien vulgarisé. On va le faire un peu plus, mais le Parlement seul ne peut pas tout faire. Donc, c'est le rôle classique du député que nous entendons. Chacun y joue de sa crédibilité, ça participe donc de la crédibilité de l'institution parlementaire au-delà de nos pressentiments, au-delà des perceptions les plus partagées. Nous avons ce challenge-là. Et la crédibilisation de l'image du politique en général qui est en cours, ce n'est pas achevé. Pas achevé. Chacun de nous doit travailler à ce que se renforce dans l'opinion publique chaque jour que le député, ce n'est pas un vaurien, que le député n'est pas un simple bavard. Le député, ce n'est pas un voyou, excusez-moi le terme. Cette image-là, que nous avons mis des décennies à ancrer dans l'opinion, nous devons la déconstruire. Cette image, c'est une gageure, c'est un défi fort à relever. Donc nous sommes là pour servir, c'est le défi de servir. Vous entendez descendre auprès des populations, ces populations même qui vous ont envoyé à l'Assemblée nationale et leur dire vous nous avez envoyé, mais voici ce que nous faisons. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, moi, depuis la 7e législature, je l'ai fait. Malheureusement, ce n'est pas parce que ça a un coût aussi, aller partout sur toute l'étendue du territoire. Si le député n'est pas un peu compensé dans ses charges, c'est difficile, mais il faut que chacun s'organise. Nous, à l'UP, l'indication à donner à chaque député de rendre opérationnel son cabinet. Dans les indemnités, il y a une petite ligne pour accompagner le député. Ce n'est pas un grand cabinet, mais qui pour accompagner le député, quand même avoir un cabinet, quelque part où fonctionnel, où les populations peuvent venir parler et être écoutées. Chacun devrait pouvoir le faire. C'est une marche, c'est un cours. Nous améliorons, nous bonifions. Et chacun joue sa partition, en tant qu'individu, en tant qu'homme politique d'abord. Et les partis politiques qui vont de plus en plus se crédibiliser vont les y aider, les politiques. C'est une obligation. Donc moi, les lendemains sont prometteurs, à mon avis. Ce qui s'est passé, c'est un résultat d'étape, à ne pas confondre avec la démocratie. C'est un résultat d'étape qui n'a conforté personne. Mais malheureusement, quand ça arrive comme ça, il faut faire comment? On dit, bon, nous fermons les yeux, nous piétinons la loi. Le prix à payer sera plus après. C'est pour ça que chacun n'a qu'à mettre l'eau dans son vin. Qu'est-ce qu'on dit de faire là? Qu'est-ce que les textes disent? Aujourd'hui, histoire de conformité, là, c'est fini. J'ai entendu certains parler de ça. Non, c'est une disposition transitoire qui est caduque depuis 17 mars. Depuis 17 mars, c'est caduque. Là, maintenant, voilà ce qu'on demande de faire. J'ai suivi un peu de loin la discussion que le chef de l'État a eue avec certains partis qui n'ont pas été qualifiés. Il a donné des instructions. Je ne sais pas à quel niveau. Je sais que depuis ce jour-là, certains partis
ont eu déjà leur récépissé. Parce qu'il ne sera plus question pour un parti maintenant d'avoir un certificat de conformité, hein, c'est fini. C'était pour la transition. Là maintenant, c'est le récépissé que les partis doivent déposer les dossiers de 15 membres fondateurs par commune. Et c'est un ensemble de pièces dans les dossiers. Ça fait beaucoup de travail. Oui, une déclaration administrative, une déclaration pour dire je suis constitué de constitution. Il y a tout ça qu'il faut faire. Où est-ce que les partis en sont au niveau du ministère de l'Intérieur? Je ne saurais vous le dire. Quand on vous parlait donc des lois au Parlement aussi, conseillez les partis politiques qui n'ont pas encore eu le sésame aussi de vite faire ça, parce que les compétitions prochaines vont encore s'ouvrir. Et je n'entends pas souvent la presse, l'opinion publique demander à ceux qui n'ont pas encore eu le sésame vraiment de faire cet effort. Demandez où est-ce que vous en êtes. Est-ce que c'est à la presse de demander aux hommes politiques ce qu'ils doivent faire? Interpeller, c'est votre rôle. Vous interpellez, pourquoi vous me posez des questions? Vous me posez des questions? Posez à tout le monde. Mais vous m'avez demandé, le politique est celui qui gère bien la cité, tout de même. Mais je n'ai pas allé interpeller un autre parti, moi. Moi, je suis membre d'un parti. Oui. Pourquoi vous voulez que j'aille interpeller l'autre parti? Il appartient aux gens de l'espace public, d'accord, qui ne sont pas partisans de pouvoir jouer ce rôle. C'est important, très bien. Être médiane là, c'est très important. Et si vous ne le faites pas assez, chacun peut persévérer dans son erreur croyant qu'il fait bien. Et aussi, puisque vous le dites, et quelqu'un qui fait bien, quelqu'un qui fait bien aussi peut être vitriolé alors qu'il fait bien. Donc c'est à vous. Il va falloir aussi sensibiliser vos collègues pour qu'ils puissent aussi accepter venir expliquer. Hein, parce que ce n'est pas souvent facile d'avoir, vous les hommes politiques, sur ce plateau par exemple, qui est consacré quand même. Vous avez eu tout le temps pour parler par exemple, mais tout le monde n'accepte pas le faire. Mais il va falloir aussi que les hommes politiques le fassent. Moi, si j'accepte de le faire, les hommes politiques vont le faire. Et adressez-vous de plus en plus aux partis qui sont davantage structurés. Bon, demandez aux partis. Non, je vous dis quelque chose. Les députés, c'est des individus, hein, mais qui sont au cœur d'une dynamique. On aura de plus en plus les partis. Appelez les partis à se prononcer. Plutôt que de viser des personnes, des individus, appelez de plus en plus les partis. Merci. Aladati. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes l'actuel président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. On a donc passé en revue les grandes actions menées par cette nouvelle législature pendant ces 100 premiers jours. Et on va peut-être espérer encore que les jours prochains soient des jours meilleurs pour cette législature. Tout à fait. Et on vous souhaite une très bonne chance. Merci beaucoup. Merci honorable d'avoir donc partagé avec nous ces moments de télévision. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bon dimanche à vous. Merci. Bon dimanche. Merci. Voilà. Merci infiniment. Et à vous qui nous avez suivis de bout en bout, ce sera donc tout pour ce rendez-vous dominical hebdomadaire. Merci de nous avoir suivis. Bon dimanche à vous et à dimanche prochain. Merci.